Cette fois-ci, on ne va pas parler du trauma des victimes, mais plus de l'évolution d'une réflexion de la société autour de la transgression, de la punition et du rôle de la psychiatrie dans ce contexte. Alors, finalement, le parcours que je vous proposais, c'est d'une part un parcours historique. On va reprendre certaines notions autour de la responsabilité pénale, autour de la notion du délit, du crime, et aussi de ce que la société attend de la psychiatrie dans ce contexte. On va avoir une vision internationale avec deux exemples qu'on va analyser un peu plus en détail, c'est-à-dire le cas de l'Allemagne et de la France comme des modèles qui ont paru comme des modèles antithétiques dans l'organisation des soins au milieu pénitentiaire. Et puis on parlera des droits des mesures et en finissant avec une réflexion de fond qui est devenue d'actualité les derniers pratiquement 10 ans, 10 à 15 ans, c'est-à-dire cette opposition que les Américains, avec ce sens du verbe qu'ils ont et de la simplicité du verbe, c'était l'opposition entre mad ou bad, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un peut commettre des actes abjects sans pour autant être affecté sur le plan de sa santé mentale. Alors, pour commencer, peut-être dire avec un regard bref quelle était l'évolution historique dans ces champs, comme d'ailleurs en partie dans les champs de la psychiatrie hospitalière, il faut dire, à travers l'Europe. On a passé, je dirais, des années 70 avec l'effervescence, la fermeture des asiles, l'antipsychiatrie, la diminution de la contrainte généralement, vers les années 2010 avec la création un peu partout en Europe des établissements sécurisés pour des personnes typiquement du droit pénal qui souffrent de maladies psychiatriques. Je vais revenir in extenso sur ce point. Le retour vers l'hôpital, pas seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis, ce qui n'était pas nécessairement prévu, et ce qu'on appelle les mesures ordonnées, c'est-à-dire les mesures que la justice ordonne, que ce soit la justice civile ou pénale, pour pouvoir contenir les actes transgressifs des individus. J'ai quelque part caricaturé le propos en prenant deux phrases qui me paraissent assez illustrantes de ce passage, qui est ce mouvement des balanciers de l'histoire, finalement, européenne. On a passé de cette phrase de Camus de La Peste, il y a chez l'homme plus de choses à admirer que de choses à mépriser, vers le chemin est court qui va de la crainte à la haine de Léonard de Vinci. Et je dirais que ces phrases illustrent ce que je veux vous présenter un peu plus en détail par la suite. Alors, revenir peut-être sur certains éléments qui est l'irresponsabilité pénale. Vous savez sans doute, enfin pour ceux parmi vous que je croisais dans mon chemin de psychiatre, que je viens de domaines, ça a été dit, tout autre, et c'est-à-dire de la psychiatrie de l'adulte, de la psychiatrie de l'âgé, les neurosciences, et je me suis intéressé par le biais du lien avec le politique à Genève à la psychiatrie légale les dernières années, en lien aussi avec une interrogation sur les responsabilités. L'irresponsabilité pénale n'est pas une notion médicale, c'est une notion juridique, il ne faut pas l'oublier, qui peut être traduite à un certain moment et qu'on a la tendance souvent à la prendre sur nous, sur le plan médical. Mais c'est une notion juridique qui existait dans le code de Hammurabi déjà. Plus récemment en Europe, on retrouve un traité anglais en 1581 avec cette description: un aliéné, un fou de nature ou un lunatique ne peut pas être condamné. Puis on arrive à, je dirais, au début de la réflexion plus précise sur les responsabilités pénales qui est valable jusqu'aujourd'hui, avec le cas de Van Orden, qui est un cas illustre puisqu'il s'agit de la personne qui a tenté d'assassiner le Premier ministre britannique Sir Pearl en 1843. Dans ce cas précis, la Chambre de l'Or était la première à se pencher sur les critères d'irresponsabilité pénale. Et ces mêmes critères sont aujourd'hui appliqués dans environ 20 États aux États-Unis, dont la Floride et la Californie. Ce sont exactement les mêmes critères depuis bientôt un siècle et demi. Donc, qu'est-ce qu'il disait en résumé? C'est-à-dire que pour pouvoir défendre l'abolition de la responsabilité pénale chez un individu, il faudrait prouver qu'au moment où il a commis l'acte, la personne à cause d'un défaut de sa raison ou à cause d'une maladie de son esprit, il ne pouvait pas connaître la nature et la qualité de son acte ou il ne pouvait pas connaître que ce qu'il fait était faux.
Ça, c'était la description de la norme McNaughton qui est utilisée aujourd'hui au niveau du droit pénal. Alors, les États-Unis ont cette particularité-là. Le droit pénal, il fonctionne avec 3 normes différentes, selon les États. Donc, l'irresponsabilité pénale est déclinée différemment en fonction des États. Dans 20 États, vous avez cette norme qui est appliquée. Il y a un État, tout à fait étonnant, qui utilise une norme totalement élargie, et vous allez voir qu'en fonction des mots, vous pouvez avoir une différence énorme en termes de nombre de personnes pour lesquelles la responsabilité pénale est abolie, qui est la norme de Durham, qui est utilisée uniquement à New Hampshire, et qui considère uniquement que la présence d'une maladie suffit, maladie mentale, suffit pour plaider l'irresponsabilité totale, et ceci sans lien, en réalité, avec les connaissances cognitives ou émotionnelles au moment de l'acte. C'est une norme qui dissocie les caractéristiques autour de l'acte et la responsabilité pénale. Autrement dit, si vous avez quelqu'un qui est schizophrène, vous pouvez aller plaider dans une cour au New Hampshire l'irresponsabilité totale sans faire référence à ce qui était sa situation au moment du délit ou du crime. Alors, en mettant ensemble ces deux choses, on retrouve une solution salomonienne qui était celle du Code pénal moderne américain, qui a été repris en réalité en Europe, un peu partout. Aujourd'hui, c'est le cas aussi en Suisse, et qui considère que ce qui nous intéresse, c'est de voir si au moment du crime, à cause de la présence d'une faiblesse d'esprit ou d'une maladie mentale, l'individu n'était pas capable d'apprécier le caractère criminel de son acte ou ne pouvait pas s'empêcher de le faire, c'est-à-dire ne pouvait pas à un certain moment adapter sa conduite en fonction de cette connaissance de l'illicité de son acte. Donc finalement, dans la plupart des pays européens aujourd'hui et aux États-Unis, l'irresponsabilité pénale est basée sur ce double élément. D'une part, la connaissance du caractère illicite d'un acte, et d'autre part, un caractère volitif, c'est-à-dire dans quelle mesure l'individu est capable de contrôler son comportement et l'adapter à cette connaissance. Alors, évidemment, il y a des endroits où l'irresponsabilité pénale n'existe tout simplement pas. Et typiquement, c'est 4 États aux États-Unis. Alors, les motivations sont très diverses. Donc, si vous allez à ces États aux États-Unis, à Idaho, à Kansas, Montana, à Utah, il y avait une position très moralisante autour de ça. C'est-à-dire, je le caricature, on ne va pas utiliser la maladie mentale comme un alibi pour laisser des criminels dehors. Il y a un autre exemple où l'irresponsabilité pénale est abolie autant que telle n'existe pas, qui est la Suède. À la Suède, il n'existe pas la responsabilité pénale. Les personnes sont jugées, sont considérées comme coupables et par la suite, leur peine est transformée en fonction de la prise en considération de la présence de maladie mentale. Mais là, l'optique est totalement différente et ça vous montre d'ailleurs la difficulté de ce champ qui est exposé à des tensions politiques et idéologiques extrêmes. La Suède a voulu faire ça pour des raisons d'éducation, en considérant qu'il ne faut pas priver un individu, même s'il est malade, de sa responsabilité citoyenne. Donc vous voyez que c'était quelque part à des années-lumière du positionnement de certains États aux États-Unis. Alors, après cette introduction sur cette variabilité de la responsabilité pénale, voir quelles sont les tendances lourdes des derniers 20 ans qu'on observe dans ce champ, dans l'interface de la psychiatrie avec le monde de la transgression, avec le monde carcéral. Alors, d'une part, une augmentation nette du nombre de traitements ordonnés par la justice aux USA comme aussi en Europe. Ça, c'est une tendance lourde. Les derniers 20 ans, une augmentation qui n'arrête pas, c'est-à-dire la justice s'immisce et ordonne des traitements pour pouvoir contrôler les comportements. Un cadre légal qui est très variable, mais la primauté, et vous allez le voir un peu plus loin, s'est déplacée progressivement vers la protection du corpus social. Un nombre significatif de patients psychiatriques qui se retrouvent en prison. Alors, il faut bien avouer que la fermeture des hôpitaux psychiatriques a abouti au retour d'une population souvent paupérisée, mais d'une population des personnes avec des affections psychiatriques par la case prison vers les soins. C'était valable de manière très, je dirais, frappante aux États-Unis et dans des contextes qui étaient tout à fait limites du point de vue de la qualité des soins. C'est valable également en Europe. La variabilité, évidemment, de la longueur des peines a poussé à la psychiatrisation. Alors,
qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que progressivement, la psychiatrie est entrée dans le débat et a été en partie instrumentalisée dans ce débat. Et je donne un exemple assez typique, qui est l'exemple qui vient du pays où je vis depuis 20 ans maintenant, qui est la Suisse, qui est un pays où le code pénal prévoit des peines faibles. Ce sont parmi les peines les plus faibles en Europe. Alors, par contre, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir... Ce n'est pas seulement l'exemple de la Suisse d'ailleurs, comme vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe quand vous voulez garder derrière les verrous quelqu'un pour une longue période? Alors là, il faut un appel à un psychiatre expert. Le psychiatre expert est celui qui garde les clés et c'est, je dirais, ce n'est absolument pas une image de l'esprit ce que je vous donne, garde les clés d'une nouvelle perpétuité, la perpétuité psychiatrique, à travers le jeu de mesures, puisque les mesures dans le code pénal suisse et dans d'autres codes pénaux d'ailleurs n'est pas limitées dans le temps. Et j'ai, à cause d'une évolution politique sur le détail de laquelle je ne vais pas revenir en ce moment, mais à Genève, j'ai pris la responsabilité d'un hôpital-prison qui a été construit récemment pour toute la Suisse francophone à Genève. Et la plupart des gens, dans l'imaginaire, dans cet hôpital, vous retrouvez Hannibal Lecter. Vous devez avoir des gens qui sont des criminels très graves. Dans la réalité, vous avez des gens, par exemple, vous avez des gens dont l'acte essentiel, c'était qu'ils ont braqué 2 fois une pharmacie. Ils sont là ils sont incarcérés depuis 12 à 15 ans. Et parfois, ils se posent la question eux-mêmes, ils se disent, mais dans le fond, s'il n'y avait pas eu un diagnostic psychiatrique, pour ce que j'ai fait, je serais dehors après 6 mois, 8 mois, et ça fait 12 ans. Ce qui vous montre évidemment qu'il y a des limites dans cette réflexion autour des mesures. On va prendre rapidement 2 exemples, qui est l'exemple de l'Allemagne et de la France par rapport à la question des mesures et à l'organisation des soins. Donc, en Allemagne, qui est considérée comme un modèle assez rigide, en Suisse, ça a été énormément... le système a été énormément calqué sur le modèle allemand, sur ce plan-là. Les débuts de la prison moderne, comme souvent en Europe d'ailleurs, ça se situe aux alentours du XVIe siècle, en reprenant un modèle néerlandais, c'est-à-dire un modèle où il faudrait simplement nourrir, protéger ces personnes pour qu'ils ne meurent pas dehors. Les asiles psychiatriques ont été développés au cours du XIXe siècle, puis au XXe siècle, on a commencé à voir les peines spécifiques pour les délinquants dangereux. Évidemment, c'est un pays qui a été marqué, et ce n'est pas un élément innocent de la discussion qu'on a, par certains mouvements, les institutions totalitaires, et vous allez voir quelle était la répercussion, donc le nazisme, et puis plus récemment la séparation du pays. Le droit allemand, qu'est-ce qu'il prévoyait? Il prévoyait des peines maximales de 15 ans ou à vie avec évaluation après 15 ans. Et des mesures spécifiques pour les délinquants dangereux, mais la dangerosité n'est pas contrôlée par les peines, mais par des mesures qui s'appellent, et je vous prie de voir quel terme est utilisé là, de réforme de prévention ou de réhabilitation et de neutralisation. C'est la notion des mesures telle qu'il est appliquée dans les droits allemands pour pouvoir contenir les personnes qui sont considérées comme dangereuses à travers le jeu qui implique les expertises psychiatriques. Ce concept existe finalement dans les droits belges, suisses, autrichiens, comme aussi évidemment allemands. Comment ça se décline? Ça se décline à travers la détention préventive et les placements en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce que c'est une détention préventive? Alors après qu'on va faire la comparaison avec la France, vous allez voir que les différences apparentes ne sont qu'apparentes en fait par rapport à l'évolution de la réflexion. La détention préventive, après la fin d'une peine, il peut y avoir une mesure non limitée dans le temps, avec ou sans soins psychiatriques. La détention continue, qui est assez proche de l'internement à vie, implique que des personnes qui ont une peine d'au moins 5 ans peuvent être gardées sous les verrous quand elle est considérée comme dangereuse en cours de détention, sans obligatoirement être assortie de soins. Ce n'est pas un élément neutre, hein, c'est-à-dire que vous avez la possibilité, une fois que vous avez jugé une personne et que vous l'avez en prison en observant son comportement, de modifier la longueur de son séjour en prison. Et c'est un changement qui, dans un état de droit, n'est pas neutre. Alors, le placement en hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle le milieu ouvert, suppose un trouble mental avec une diminution de la responsabilité pénale. En Angleterre, existe également sous la forme de hospital orders.
Alors, qu'est-ce qu'on sait du point de vue des statistiques? Pour ce type de détention, la détention préventive, une peine suivie d'une mesure, a atteint son apogée en Allemagne entre 1937 et 1940. Donc, je dirais la première période de la montée effective des nazis. Actuellement, on a environ 100 par an, avec une augmentation assez nette. Il est assez étonnant de voir que cette mesure-là a été abolie à l'Allemagne de l'Est, existait pendant une longue période uniquement à l'Allemagne de l'Ouest. Le code pénal allemand a entré en vigueur en 1975 et ce code allemand limitait énormément le recours à la détention préventive. Ce n'était pas une mesure, était une mesure rarissime. Jusqu'au moment où on a ce que j'appellerais plus loin le vent de panique morale et les faits divers. Ces champs-là évoluent énormément, et pas nécessairement de manière positive, à travers le fait divers. Un fait divers très connu en Allemagne, c'était le cas de Nathalie Astner en 1997, un enfant de 7 ans assassiné par un multirécidiviste en liberté conditionnelle. Alors, on va revenir après sur cette notion qui est un véhicule redoutable, qui est ce qu'on appelle le vent de la panique morale. Ce qui s'est passé, c'est évidemment, c'est que la situation s'est rigidifiée énormément à travers ce qu'on pourrait appeler le vox populi vox dei, c'est-à-dire cette volonté de plus en plus affichée d'avoir une répression des peines de plus en plus punitives et la psychiatrisation du fait pénal, notamment pour des cas d'agression. Alors, il y a certains éléments auxquels il convient s'arrêter un moment, aussi pour l'intérêt historique. Contrairement à une idée préconçue, l'Allemagne nazie n'a pas utilisé essentiellement les internements pénaux. Elle a utilisé essentiellement les placements civils. Les placements civils, vous avez vu que c'était en nombre de 340 000 en 1939. Pour les patients psychiatriques, c'est assez vite fait puisqu'ils ont été systématiquement assassinés par la suite. Les placements donc, pénaux de ce type de détention ont été stables à 400 nouveaux cas par an pendant l'après-guerre, les placements en hôpital psychiatrique donc. Et ils ont passé à 1000 à la fin des années 80 et aujourd'hui, on a pour la partie de l'Allemagne de l'Ouest, parce que malgré tout les statistiques ne sont pas fiables encore du point de vue de ce qui était l'Allemagne de l'Est, plus de 6000 en 2007 avec une durée médiane de 5 ans. C'est les personnes qui sont placées en hôpital psychiatrique comme des placements pénaux. Alors, en Allemagne, la psychiatrie s'exerce en prison. Donc, c'est un modèle très différent, finalement, par certains aspects, comme vous allez voir, du modèle français, puisque l'évaluation et les soins et les expertises dépendent en grande partie du système de la sécurité. Quelque part, les médecins et les psychiatres agissent comme des agents à l'intérieur du système carcéral. On a la création des établissements spécialisés, des hôpitaux psychiatriques médico-légaux, qui ont été mis en œuvre pour prendre en charge les mesures, et les soins peuvent être assurés par ces hôpitaux, que ce soit privés ou publics, avec des règles strictes de fonctionnement. Et des ordonnances d'hospitalisation. Quelque part, l'interface de la psychiatrie avec le monde de la prison se décline à deux niveaux. Un niveau qui est l'intégration à travers les établissements sécurisés ou la présence en prison, et le deuxième, c'est l'accueil avec les ordonnances d'hospitalisation des personnes à l'hôpital psychiatrique. Globalement, en Allemagne, il y a eu une très grande réticence du corpus psychiatrique d'accueillir, quelque part, de sécuriser l'hôpital psychiatrique. Ils ont globalement pris l'optique d'aller vers la prison, mais de ne pas accepter, ou d'avoir des établissements sécurisés, mais de ne pas accepter la création d'unités sécurisées à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique. Et c'est une différence fondamentale par rapport au modèle français. Alors, si on revient sur le modèle français, évidemment, il y a là aussi des modifications, et les changements les plus notables est intervenu en 1994 avec l'introduction des mesures de sûreté, qui était un premier pas qui permet d'instituer, au-delà de la durée déterminée d'une peine, un contrôle social sur l'individu. Après, il y a eu plusieurs textes. On ne va pas entrer dans le détail. Pratiquement aussi plusieurs textes législatifs entre 2004 et 2011. Et la logique était toujours la même, élargir les typologies des personnes présumées dangereuses et intensifier les mesures de surveillance dont elles peuvent faire l'objet. Alors, évidemment, tout ceci doit être mis en parallèle avec un sentiment d'insécurité qui est allé en grandissant dans notre monde, avec la montée d'un monde qui, finalement,
pour certaines personnes qui ne sont pas si âgées quand même, paraît comme une sorte d'hallucination aujourd'hui, par rapport à ce qu'on aurait pu connaître il y a 30 ans en arrière, c'est-à-dire un monde avec un terrorisme organisé présent et envahissant dans le quotidien des individus. Alors, le changement de paradigme le plus important en France comme en Suisse est venu à partir de 2008. Et avec une dissociation de dangerosité et responsabilité. Je voulais juste vous préciser ceci parce que ça me paraît tout à fait important. Prenons l'exemple de la Suisse. Normalement, jusqu'en 2008 pratiquement, si vous avez commis un acte, vous étiez jugé, il y avait une expertise psychiatrique. L'expertise psychiatrique devrait dire est-ce que oui ou non, au moment où vous faisiez quelque chose, votre responsabilité était altérée parce que vous avez une maladie psychiatrique. Et ceci, si l'expert disait non, sur le moment où il n'y a pas d'impact, ça s'arrêtait là. La situation n'est plus du tout la même aujourd'hui. Ce qui est, le focus n'est plus mis sur la responsabilité pénale, mais sur la dangerosité et le risque de récidive. Autrement dit, vous pouvez, et ça a un énorme impact quand vous parlez de troubles de la personnalité, et vous pouvez être totalement responsable de ce que vous faites et avoir une responsabilité entière pénale au moment des faits. Mais par contre, que la présence d'une pathologie psychiatrique impacte lourdement le risque de récidive. C'est assez typique de certains troubles de la personnalité. Résultat des courses, dans ce cas-là, il y a le prononcé d'une mesure. Les mesures de sûreté peuvent donc être concernées des individus avec abolition de la responsabilité ou pas. Et c'est le ou pas a une très grande importance. J'ai eu l'occasion de côtoyer parfois d'assez près dans ces types de discussions cet homme exceptionnel qui était Robert Badinter et qui disait, mais vous savez, et c'est tout à fait juste en fait, en reprenant la phrase de Sartre, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus puni pour ce qu'on a fait, mais pour ce qu'on est. Et c'est une différence fondamentale. Donc l'état mental joue un rôle important, d'où le fait que le psychiatre a un rôle beaucoup plus important que dans le passé. Le rôle ne s'arrête pas au prononcé de la responsabilité pénale, mais beaucoup plus au sketch, au dessin qu'il va faire de l'individu et de ses dangerosités. Alors après, vous avez une série de mesures. Évidemment, le dernier pas, c'était la rétention de sûreté qui a été votée en France et qui est un placement après la peine dans un centre socio-médico-judiciaire des personnes qui présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent de troubles graves de la personnalité. Au fin de la prise en charge médicale, sociale et psychologique, en réalité, dans l'arsenal légal en France, il y a la même chose qu'il y a en Allemagne. Il n'y a pas de différence. Simplement, la déclinaison n'est pas la même parce que les établissements sécurisés autant que tels qu'ils existent en Suisse ou en Allemagne, n'existent pas ici. Ça, c'est une différence fondamentale. Mais l'arsenal légal existe. Cette mesure est prononcée pour 1 an, mais renouvelable indéfiniment. C'est la même chose en Allemagne et en Suisse. Et bien sûr, vous pouvez par la suite aller avec des surveillances de sûreté une fois que la personne est libérée. Et la mesure de sûreté en présence d'une responsabilité entière est normalement concernée au début des individus qui avaient des peines de 10 ans et plus. Ce qu'on appellerait en Suisse, c'est ceux qui sont passibles du tribunal correctionnel, plus que 10 ans de peine. Et puis, peu à peu, en France, ça a commencé à diminuer. Modification en 2010, on a passé à 7 ans, en 2011 à 5 ans. Donc, de plus en plus large, on devient de plus en plus inclusif. Ces critères disparaissent lorsque l'état de dangerosité est en lien avec sa pathologie. Alors, le système, c'est un système incontestablement répressif. Et la loi entend donner ce que Ferry appellerait la responsabilité sociale qui donne à l'État le droit de se défendre. Alors, comment ça fonctionne? Évidemment, c'est un modèle très différent du modèle allemand. Les cliniques forensiques sont intégrées au sein des hôpitaux psychiatriques classiques avec un renforcement sécuritaire. C'était la logique qui a prévalu pour la création des unités hospitalières spécialement aménagées. Et pour vous donner un exemple, ce type d'unité en Suisse existait pendant une période dans l'hôpital psychiatrique et à partir de 2008, ces unités ont migré progressivement en prison.
Ils existent tels quels. Comme vous appelez des unités hospitalières spécialement aménagées, existaient tels quels, mais après, ils sont allés dans le domaine de la sécurité. Les services médicaux en prison prennent en charge les détenus, évidemment, dans le modèle de la liaison psychiatrique. Donc, il y a eu l'acceptation de sécuriser plus l'hôpital psychiatrique en France, qui est un autre présupposé par rapport à ce qu'on peut faire. Évidemment, il y a des modèles, on ne va pas entrer dans le détail nécessairement, mais comme les Pays-Bas ou les pays scandinaves, qui ont essayé de faire un mix. Être présent dans la prison, avoir une optique de réhabilitation beaucoup plus importante dans ce contexte-là, d'imaginer effectivement de faire ce qu'on appellerait les TBS, qui sont les traitements ordonnés par la justice et qui se passent dans des établissements pénitentiaires, mais sous une responsabilité et une indépendance médicale absolue. Donc c'était un modèle qui a essayé de mettre en place quelque part une vraie collaboration entre les deux modes. Au sud, alors c'est assez intéressant, si vous faites un tour de l'Europe, au sud c'est assez différent encore, puisqu'au sud, je prends l'exemple de l'Italie parce que c'est assez caractéristique, les soins aigus se font en prison, les soins chroniques, et ça existait en Italie, c'est ce qu'on appelait les manicomi criminali, c'est-à-dire les hôpitaux judiciaires psychiatriques qui avaient une réputation catastrophique. Ils étaient 8 dans le pays et qui ont été fermés l'un après l'autre. D'ailleurs, le dernier très récemment, avec l'idée finalement que les remplacer par, d'une part, des maisons de cure soins et garde pour la responsabilité restreinte et des structures de 20 à 30 lits médico-soignants dans la communauté, dans le modèle italien, donc avec l'idée de pouvoir garder ces personnes plutôt en dehors et pas dans les hôpitaux psychiatriques judiciaires. En Suisse, la situation, je vous l'ai décrite. Je vous ai donné quelques chiffres, par contre, qui sont assez éloquents par rapport au prononcé des mesures. Entre 2009 et 2012, environ 500 personnes ont été condamnées à une telle mesure. Pendant cette même période, 140 personnes ont été libérées de la mesure. Vous voyez très bien que c'est une situation d'augmentation progressive, et c'est la situation où on est maintenant, c'est-à-dire que peu à peu, le système commence à être noyé. Les prisons hôpitaux ont été remplies, et puis par la suite, il y a la pression sur l'hôpital psychiatrique avec une grande réticence, et sur ce point-là qu'on lutte, de pouvoir avoir des structures dans la communauté pour l'après, pour donner une perspective, une vraie chaîne de soins. Ça se heurte bien évidemment à des réticences importantes qui sont liées à cette dernière notion que je voulais juste développer, qui est une notion introduite par un sociologue anglais, le Stanley Cohen, en 1972, qui est la notion de la panique morale. Qu'est-ce que cela veut dire? Une condition, un épisode, une personne ou un groupe de personnes fait son apparition et il est défini tout d'un coup comme un danger pour la société, pour ses valeurs et ses intérêts. Et sa nature, les caractéristiques sont présentées de manière stylisée, stéréotypée par les médias. Les barricades morales sont présentées par les éditeurs, par le clergé, par les politiciens, par d'autres personnes qui pensent le bien. Et dans ce contexte-là, des experts proposent des solutions. Ce vent de panique morale, en lien avec les faits pénaux, c'est une caractéristique de l'histoire européenne des 20 dernières années. C'est là où on se retrouve, je dirais, aujourd'hui. En concluant, peut-être un regard un peu plus méta sur ce qui se passe, le droit des mesures, un peu partout en Europe, est devenu un outil de contrôle social. Sous l'effet de la panique morale, mais aussi d'une conscience citoyenne qui a changé à la fin des années 80. Progressivement, aux années 90, on a de plus en plus aboli une partie de notre liberté de penser. C'était l'évolution de la société qui nous a amenés vers un schéma très différent et en même temps très glissant du point de vue des valeurs qu'on peut défendre face à des personnes et face à une population qui devient réactive et à juste titre exposée à un sentiment de sécurité. Donc l'opposition qu'on fait souvent caricaturalement dans le monde de la psychiatrie légale entre France et Allemagne n'est que d'apparence et plutôt autour de l'absence de structures de type clinique forensique qui peuvent exister, ou le pari de la sécurisation de l'hôpital psychiatrique. Mais la base de réflexion du législateur est la même. Et alors, évidemment,
on peut toujours dire criminaliser la folie, un hôpital psychiatrique sécurisé, ou alors psychiatriser le crime, installer les soins au milieu carcéral. C'est les deux choix qu'on a. Mais qu'est-ce que cela représente? La vague sécuritaire qui a déferlé au niveau de l'Europe fait écho à un sentiment d'insécurité très profond collectif face à un monde qui devient de plus en plus imprévisible, aux contours assez mal définis, et où la dangerosité liée au hasard est au premier plan et où on retrouve aussi un affaiblissement des couches contenantes. Et quand on parle de couches contenantes, c'est finalement les idéologies et le fait religieux. À ce niveau-là, il y a un affaiblissement tout à fait notable. Alors, pour diminuer la pression sécuritaire, et je pense que c'était une partie de l'engagement qui était aussi le mien dans ce champ, il est impératif de prendre en charge cette sécurité collective. On ne peut pas la traiter par le mépris, on ne peut pas se mettre dans la position des savants contre les autres qui sont des obscurantistes, cela ne sert à rien, ça augmente la sécurité. Mais il faut éviter évidemment que ça s'organise autour de deux défenses archaïques très classiques, c'est-à-dire le faux semblant ou le passage à l'acte. Et c'est, je dirais, deux éléments qu'on voit si on a une vision, je dirais, plus politique du fait de ce qui est la transgression pénale, c'est-à-dire le passage à l'acte à travers la présence des prophètes qui disent « mais on va mater tout ça, on va mettre de l'ordre à tout ça. Il faut être dans la répression à travers le do it ». Ou alors les prophètes d'une société qui est en papier cellophane un peu très joli à voir, mais qui en réalité parfois ça sonne creux derrière. La suite, dans les années à venir, la psychiatrie sera jugée très clairement, et on peut le regretter, non pas à la lumière des soins donnés, mais à celle des actes transgressifs évités. On peut le regretter, je dois dire, pour avoir passé 10 ans de ma vie pour diriger la psychiatrie à Genève, je dois dire que ça me pose un problème de penser que si vous êtes schizophrène ou dépressif et vous recevez des soins pas très bons, il n'y a pas grand monde qui va s'émouvoir. Il faut voir la réalité en face. Par contre, dès qu'il y a un acte d'une agression liée à un patient psychiatrique, il y a une déferlante médiatique que vous avez de la peine à contenir. Ça, c'est la réalité à laquelle on vit. Donc la psychiatrie forensique est une carte de visite pour la discipline dans une civilisation qui est devenue progressivement une civilisation du spectacle, comme dirait Vargas Llosa. Donc l'important pour nous, et pour terminer sur ce point-là, c'est supplanter la logique de la crainte par celle de la créativité, c'est-à-dire prendre en considération la crainte et pouvoir proposer des solutions qui font sens en assumant pleinement les responsabilités, sans faire ce jeu qui consiste à éviter en disant « mais ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des juges ». Non, c'est autant l'affaire des juges que l'affaire des psychiatres, c'est aussi une affaire citoyenne. Je termine en vous rappelant cette phrase d'un moine qui écrivait en 798 après Jésus-Christ à Charlemagne. Et ces gens qui continuent à dire que la voix du peuple et la voix de Dieu ne devraient pas être écoutées, car la nature turbulente de la foule est toujours très proche de la folie. Je m'arrête là en vous remerciant.